Je vous parle souvent de créatures, de lieux hantés et d'affaires criminelles sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va sortir un petit peu de toutes ces histoires sombres pour se diriger vers quelque chose de tout aussi intéressant. Parce que moi, je vous l'avoue, je suis un énorme fan de Marvel. Et s'il y a bien un personnage devenu culte depuis une dizaine d'années, c'est bien Iron Man. Un milliardaire excentrique, génie de la technologie, capable de construire une armure surpuissante dans une grotte avec 3 morceaux de métal. Un héros, mais aussi un homme brisé. Et si je vous disais que dans la vie, certains ont tenté, voire même réussi, à se rapprocher de ce qu'était un véritable Tony Stark / Iron Man. Des inventeurs, des ingénieurs, des visionnaires parfois brillants, parfois un peu fous. Alors si je vous parlais de vraies personnes qui se cachent derrière Iron Man, ça vous intéresse ? Tony Stark, c'est l'archétype du génie arrogant. Milliardaire, playboy, ingénieur de génie, à la tête des industries Stark. Il vit dans la démesure, entre luxe, technologie futuriste et répliques cinglantes. Mais tout bascule lorsqu'il est enlevé en Afghanistan. Blessé, forcé de survivre, il construit alors ce que personne n'aurait cru possible. Une armure de combat, et avec elle, il devient Iron Man. Plus qu'un simple super-héros, Iron Man est le reflet d'un homme brisé qui se reconstruit. Un héros sans super pouvoir, mais avec l'arme la plus puissante de toutes, son intelligence. Ce qui rend Tony Stark si captivant, ce n'est pas seulement son armure, c'est le fait qu'il aurait pu exister. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais Tony Stark n'est pas sorti de nulle part. Avant qu'Iron Man n'apparaisse dans les pages de chez Marvel en 1963, un autre homme, bien réel celui-là, construisait déjà des avions et des machines révolutionnaires, et devenait l'un des personnages les plus énigmatiques de l'époque moderne, Howard Hughes. Visionnaire, inventeur, milliardaire, séducteur et génie tourmenté, Hughes est si proche du personnage de Tony Stark qu'il en a même été l'inspiration directe. Stan Lee, créateur d'Iron Man, l'a admis lui-même. Howard Hughes était Tony Stark avant l'heure. Howard Hughes Jr., né le 24 décembre 1905, dans une famille texane extrêmement riche. Son père, Howard Hughes Sr., est un inventeur et industriel prospère, créateur d'un forêt révolutionnaire pour l'industrie pétrolière. À la mort de ses parents, le jeune Howard, à peine 18 ans, devient héritier unique d'un empire industriel. Tout comme Stark, Howard ne se contente pas de gérer les affaires familiales. Notez qu'il s'appelle Howard comme Howard Stark, le père de Tony Stark. Howard voit plus grand, il veut créer, innover, bousculer l'ordre établi. Très vite, il s'émancipe de la direction classique de l'entreprise familiale, pour investir dans ses passions, le cinéma, la technologie et surtout l'aviation. Dans les années 1920-1930, Howard Hughes conquiert Hollywood. À seulement 22 ans, il produit Hells Angels, un film de guerre aérien épique. Il le tourne d'abord en muet, puis décide de tout refaire avec les nouvelles techniques du cinéma parlant. Coûtant une fortune. Il pilote lui-même des avions pendant les scènes d'action. Tony Stark crée des armes, Hughes pour le moment crée des films. Mais la logique est la même. Repousser les limites de ce qui est possible, peu importe le coût. Il produira aussi le premier film Scarface de 1932, l'un des films les plus violents et controversés de son époque. Et The Outlaw, un western qui va profondément choquer à l'époque. Hughes est provocateur, imprévisible et mégalomane. Il a réussi à conquérir Hollywood, maintenant c'est le ciel qu'il veut conquérir. Howard Hughes ne se contente pas de piloter des avions, il les construit. En 1932, il fonde la Hughes Aircraft Company, un véritable laboratoire de l'aviation moderne. Il y conçoit des avions expérimentaux, souvent militaires, cherchant sans cesse à battre des records de vitesse et de distance. En 1935, il bat le record mondial de vitesse, à bord du H-1 Racer, un avion de sa création. Et en 1938, il fait le tour du monde en 91 heures, pulvérisant tous les anciens records. Il s'est également abonné à cette chaîne et a laissé un like à cette vidéo. Vous pouvez faire pareil, hein. Tout comme Tony Stark dans les films, qui s'envole dans ses propres machines, Hughes était à la fois l'ingénieur, le pilote, et le sujet de ses expériences. L'un de ses projets les plus emblématiques est le H-4 Hercule. Il s'agissait d'un gigantesque avion cargo censé transporter des troupes et des chars.
Trop lourd, trop coûteux, il n'a volé qu'une seule fois, brièvement. Mais ce moment est resté légendaire. Ce projet rappelle les tentatives de Tony Stark à fabriquer des armures toujours plus grosses, toujours plus fortes. Dans les deux cas, la technologie est un défi personnel, presque vital. Et comme son homologue des comics, Hughes est une célébrité mondaine. Il fréquente les plus belles femmes de son époque. Il est beau, brillant et adulé. Il s'habille avec classe, voyage dans des jets privés, qu'il pilote lui-même, et vit dans des hôtels de luxe. À la différence de Tony Stark qui boit pour fuir ses démons, Hughes développe une dépendance aux médicaments, notamment après un grave accident d'avion en 1946 qui le laisse mutilé et souffrant. Le 7 juillet 1946, Hughes s'est écrasé à bord d'un prototype, le XF-11, il survit de justesse, mais est gravement blessé, côte fracturée, poumons perforés, brûlures et douleurs chroniques. À partir de ce moment, il commence à sombrer dans la paranoïa, l'addiction et l'isolement. Hughes se bat contre son propre corps, prisonnier de ses souffrances. Et dans les années 60, il devient un reclus total. Il vit enfermé dans des hôtels, derrière des rideaux opaques, communiquant uniquement par notes manuscrites. Il ne se coupe plus les cheveux, ne se lave plus, et développe de graves paranoïas. Tony Stark souffre lui aussi de troubles mentaux dans les comics. Troubles obsessionnels compulsifs, crises de panique, stress post-traumatique, la ressemblance est bouleversante. Cependant, Hughes gère encore ses affaires à distance. Il contrôle des casinos à Las Vegas, dirige des entreprises aéronautiques et électroniques. Mais il est devenu une légende vivante, un fantôme qui ne se montre plus. Hughes meurt le 5 avril 1976 dans un état misérable. Amaigri, malade, presque méconnaissable, il laisse derrière lui l'un des plus grands mystères de la finance américaine, sans testament clair, provoquant une guerre juridique entre héritiers, faussaires et avocats. Mais son héritage est immense. L'aviation moderne lui doit des avances techniques majeures, tout comme l'industrie cinématographique qui l'a fortement bousculé. Howard Hughes n'était pas un super-héros, mais un homme aux capacités hors normes, un génie multiple consumé par ses passions. Il vivait dans ses inventions, pilotait ses propres créations et affrontait ses blessures mentales et physiques avec la même détermination froide que Tony Stark dans son armure. Stan Lee l'a déclaré : « J'ai toujours vu Tony Stark comme un mélange entre James Bond, Errol Flynn et surtout Howard Hughes, un génie qui aurait pu conquérir le monde, mais qui a fini par être détruit par ses propres démons. Howard Hughes fut une figure unique du XXe siècle, trop brillant pour être ignoré, trop instable pour être suivi, trop complexe pour être réduit à un seul rôle. Il a été tour à tour industriel, cinéaste, ingénieur, pilote, icône et paria. S'il fallait résumer sa vie en une seule phrase, ce serait peut-être celle-ci. Howard Hughes était un Tony Stark sans armure, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est effondré. On a donc parlé de l'homme derrière l'armure, Tony Stark, et de l'homme qui l'a inspiré. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attaque au cœur du sujet. Car ce qui nous fait rêver chez Tony Stark, on va pas se le cacher, c'est l'armure, c'est Iron Man. Et depuis sa création, Iron Man fait rêver des millions de lecteurs de comics. Et quelques-uns de ces rêveurs ont franchi le pas, de construire quelque chose de fou. Laissez-moi donc vous parler tout d'abord de Troy Hurtubise, et de la folle histoire de son armure. Dans l'univers des inventeurs marginaux, il existe un nom qui, bien que peu connu du grand public, incarne l'essence même de la quête obsessionnelle du héros moderne, Troy Hurtubise. Canadien, né en 1963 à Hamilton, dans l'Ontario, Troy était ce genre de personnage que l'on aurait pu croire tout droit sorti d'un film de science-fiction ou d'un comic book indépendant. Il n'était pas milliardaire, il n'avait pas de laboratoire high-tech, ni d'équipe d'ingénieurs derrière lui. Mais il avait une chose que même Tony Stark pourrait lui envier, une détermination sans limite, parfois jusqu'à la folie. L'histoire de Troy commence de manière presque mythologique. Un jour, alors qu'il était jeune et explorait la nature canadienne, il fut attaqué par un grizzly. Il en sortit vivant mais transformé. Cette rencontre brutale avec la nature allait être le point de départ d'une obsession un peu étrange. Créer une armure capable de résister à l'attaque d'un ours. Ouais, on sent tout de suite le génie. Troy n'était pas ingénieur. Il n'avait ni financement, ni formation poussée. Tout ce qu'il avait, c'était son instinct, sa détermination et son garage. Il commence donc à récupérer des matériaux. Souder, marteler, tester. Les premiers prototypes sont rudimentaires. Morceaux d'aluminium, de kevlar, de plastique et d'acier.
Le tout fixé avec des boulons, des charnières et beaucoup de rubans adhésifs. Cette première armure, construite dans les années 90, est un prototype fait maison, construit dans son garage. Elle n'a pas de nom officiel, mais est le point de départ du projet Ursus. À cette époque, l'armure n'est pas encore esthétique. Elle est massive, carrée, bricolée avec des boulons apparents et des zones mal ajustées. Mais elle a une fonction bien précise, absorber des coups violents. Troy ne se contente pas de l'enfiler, il veut prouver que ça marche. Et le fait lui-même, en se livrant à des tests physiques très risqués. Il se fait frapper avec des rondins suspendus. Il tombe en avant sur des rochers pour simuler une attaque. Il se laisse tirer au sol, sur des terrains caillouteux, et il reçoit aussi des coups de masse violents en pleine poitrine. Le tout est filmé avec un petit caméscope posé sur un trépied. L'image est floue, tremblante, mais le contenu est impressionnant. On voit un homme dans une armure de fortune se faire massacrer sans broncher. Le point positif de cette armure, c'est qu'elle encaisse bien les chocs. Elle protège efficacement la tête, le torse et les bras, et malgré son poids, elle permet à Troy de marcher. Cependant, il faut noter quelques défauts. Elle reste quand même lourde, elle pèse plus de 50 kg. Sa mobilité est très réduite, surtout au niveau des jambes. Il n'y a aucune ventilation, ce qui fait rapidement monter la température, puis le casque offre trop peu de vision. L'armure est donc loin d'être opérationnelle, mais elle a une valeur symbolique immense. C'est le premier pas vers l'idée qu'un homme ordinaire peut concevoir une protection corporelle complète contre une menace humaine ou animale. Ça nous prouve aussi à quel point ça peut être con en américain. Ah ouais. Après sa première armure, Troy comprend que le simple assemblage de morceaux de métal ne suffit pas. Il doit améliorer la mobilité, réduire le poids, protéger les articulations, et surtout, survivre au test. Il va alors, comme cela, modifier l'armure à de nombreuses reprises. Il travaille sans plan précis, parfois à l'instinct. Il teste chaque armure sur lui-même, dans des conditions dangereuses. Chaque itération est plus lourde, plus solide, mais aussi plus complexe. Il modifie comme cela le système de charnière, le casque, la visière aussi, pour mieux voir et mieux respirer. Il rajoute des protections internes et travaille sur la mobilité des mouvements du corps. Il dit avoir testé l'impact même d'une voiture sur l'armure, de s'être fait projeter à terre et tabasser à coups de batte de baseball. En 1996, le documentaire Project Grizzly, produit par le National Film Board of Canada, propulse Troy sous les projecteurs. Il y présente sa création la plus emblématique, la Mark VI, fruit de 7 années de travail, testée dans des conditions extrêmes. Il va entre autres être jeté d'une pente rocheuse, être frappé encore une fois avec un tronc suspendu, ou être traîné par une voiture. Vous le trouvez con? Non, il est ambitieux. Le film montre à la fois l'extrême détermination de Troy et la dimension absurde de son rêve. Il y croit. Il est persuadé que son armure peut sauver des vies humaines, notamment celles des rangers, des pompiers et des soldats. Mais le film est souvent vu comme un documentaire un peu moqueur. Troy devient une sorte de Don Quichotte, respecté par certains, moqué par d'autres. Et après le semi-échec de sa Mark VI, Troy décide de se tourner vers le militaire. Il se dit qu'une armure capable de résister à un ours pourrait aussi protéger un soldat en Afghanistan ou en Irak. Il construit la Mark VII, version améliorée de la précédente, plus modulaire, plus légère et plus orientée combat que animal. Mais cette armure ne sera jamais montrée en détail au public. Les plans, les photos et les vidéos sont rares. Troy annonce simplement qu'elle existe, qu'elle est prête, mais qu'il n'a pas les moyens de la produire à grande échelle. Cependant, il n'abandonne pas et continue à travailler dessus, pour rendre le prototype le plus satisfaisant possible. Et il va réussir. Ce modèle, il va l'appeler le Trojan. Dévoilé au public en 2007, la Trojan est l'aboutissement de plus de 20 ans de recherche, de tests, de blessures et d'humiliations. Après avoir tenté de créer une armure anti-ours, Troy se lance dans un projet encore plus ambitieux. Une armure de combat tactique, légère, résistante aux balles et capable de projeter un soldat en zone de guerre. L'armure est conçue comme un système de protection personnelle, une tenue complète pour un soldat en terrain hostile. Elle recouvre entièrement le corps, des pieds à la tête, avec des plaques rigides, noires, anguleuses et un casque intimidant. C'est ici que l'armure devient véritablement futuriste. Troy n'a pas simplement blindé un corps, il a imaginé un ensemble tactique complet, inspiré des jeux vidéo, des films et des besoins sur le champ de bataille. Et, selon lui, l'armure comportait une caméra infrarouge modulable, contrôlée à distance.
Un casque à visière teintée, qui comprenait un système de communication intégré, un bras métallique rétractable, capable de frapper un ennemi ou de ramasser un objet, un système d'oxygène d'urgence pour les milieux toxiques, un réservoir dorsal pour conserver de l'eau, un compartiment à munitions et un écran de contrôle rudimentaire sur la poitrine. Mais est-ce que ça marchait vraiment? Troy Hurtubise affirme avoir testé la Trojan avec des armes à feu réel. Il dit avoir survécu à des tirs directs à bout portant grâce à son blindage multicouche. Mais aucune vidéo fiable ne montre des tests. Des journalistes canadiens ont vu l'armure, l'ont touchée et l'ont portée. Certains affirment qu'elle est bien réelle, que sa construction est impressionnante. Mais personne ne l'a vu encaisser une rafale de fusil d'assaut et donc, l'efficacité réelle reste encore un mystère. Troy croyait que les armées du monde entier allaient se battre pour acheter son prototype. Il l'a proposé à l'armée canadienne, l'armée américaine et à des entreprises de sécurité privée. Mais personne n'a donné suite. Pourquoi? Mais c'est de la merde! Aucune certification officielle sur sa résistance balistique. Sa conception artisanale est jugée non conforme aux normes militaires et elle est trop coûteuse à produire en série. Et peut-être aussi trop étrange pour être prise au sérieux. Troy est retourné dans l'ombre, frustré, déçu et incompris. En 2017, il tente de vendre son armure aux enchères sur eBay afin de payer ses dettes. Il la présente dans une vidéo maladroite devant un drap suspendu. Peu de gens enchérissaient et l'armure a été vendue à perte. Et Troy, brisé, disparaît des écrans. Il meurt en 2018 dans un accident de voiture, emportant avec lui son rêve de faire de son armure une réalité industrielle. Quand on pense à Iron Man, on imagine immédiatement le milliardaire génial Tony Stark, fabricant des armures high-tech dans un laboratoire. Mais dans la vraie vie, c'est un homme bien plus discret et vivant en Russie qui s'est imposé comme l'un des créateurs amateurs les plus fascinants du web, Alex Burkan. Et si Troy Hurtubise avait conçu une armure pour encaisser les coups, là on va parler d'un homme ayant réalisé des choses se rapprochant bien plus de ce qu'a créé un Tony Stark. Alexander Burkan est originaire de Russie. Avant de devenir un phénomène sur internet, il était un simple passionné de technologie, de science et de design mécanique. Il a étudié l'ingénierie et, pendant plusieurs années, travaillé comme ingénieur professionnel, souvent dans des domaines liés à la mécanique et aux structures hydrauliques. Mais Alex avait un rêve, utiliser ses connaissances pour faire des créations dignes de films de science-fiction. C'est ainsi qu'il décide de créer sa chaîne YouTube autour des expérimentations technologiques. Au début, ses vidéos ne sont pas centrées uniquement sur Iron Man. Il y présente des expériences scientifiques, des projets de fabrication artisanale, des armes médiévales et même des tests d'endurance physique. Car il est aussi passionné de survie et de militarisme. Il adopte une approche à la fois pédagogique et divertissante, avec un style brut, parfois chaotique, mais toujours sincère. Petit à petit, il va commencer à s'intéresser à des objets inspirés de films de super-héros, en particulier ceux de l'univers Marvel. Il est particulièrement fasciné par Tony Stark. Pas seulement pour l'armure elle-même, mais aussi pour ce qu'elle symbolise. Un homme seul, dans un atelier, capable de concevoir des merveilles technologiques avec peu de choses. Une idée qui entre en résonance directe avec le parcours d'Alex. C'est ainsi qu'il commence à se lancer un défi assez fou. Reproduire des éléments de l'armure d'Iron Man. Non pas avec un budget hollywoodien, mais avec des moyens modestes, dans son propre atelier. Ce n'est pas une simple lubie esthétique. Il veut fonctionnaliser l'armure. Pas une réplique en plastique, mais un vrai système technologique, avec de la propulsion, de l'énergie et même des armes. Son premier vrai coup de projecteur arrive avec la création d'un bras fonctionnel, inspiré d'Iron Man. Ce n'est pas juste un gadget de cosplay, l'arme fonctionne réellement, à base d'un système hydraulique pressurisé, utilisant du peroxyde d'hydrogène pour produire une poussée et projeter du feu. Assez autre chose que l'autre avec son armure anti-ours, hein. La vidéo de démonstration postée sur YouTube devient virale. On y voit Alex tester son bras lance-flamme sur divers objets. Le spectacle est impressionnant. Mais ce qui frappe le plus, c'est que tout a été conçu par lui-même, à partir de pièces récupérées, imprimées en 3D ou modifiées à la main. Il explique dans ses vidéos que l'un des plus grands défis techniques est de gérer la pression, la température et la sécurité de l'utilisateur. À chaque étape, il documente les risques, les calculs, les tests et les échecs. Il est transparent sur ses erreurs et ses accidents, renforçant l'authenticité de sa démarche. Depuis, Alex n'a cessé de développer d'autres éléments de l'armure.
Il ne prétend pas pouvoir voler ou tirer des missiles, mais son but est d'intégrer le plus de fonctions réelles possible dans un costume portable. Il se rapproche davantage du concept de science-fiction artisanale que d'un gadget de cosplay. Alex Burkan est souvent comparé à des figures comme Richard Browning, ou encore Troy Hurtubise. Mais ce qui distingue Alex, c'est le côté brut, risqué, presque punk de sa méthode. Il travaille souvent seul, dans des conditions précaires, et met sa propre sécurité en jeu à chaque essai. Il insiste par contre dans ses vidéos que ses inventions ne doivent pas être reproduites, car elles impliquent des risques extrêmes, comme des explosions ou des brûlures. Malgré cela, il encourage les jeunes à s'intéresser à la science, à construire des choses par eux-mêmes et ne pas avoir peur de l'échec. Il est la preuve vivante qu'avec de la passion, des compétences techniques et beaucoup de folie créative, on peut s'approcher de ce que propose la science-fiction. Il représente un fantasme très humain, celui de repousser les limites du possible, avec ses mains, ses idées et une bonne dose de courage. Je peux encore vous citer quelques personnages qui s'approchent de près ou de loin à Tony Stark, avec des figures contemporaines, par exemple Elon Musk. Oh, calmez-vous! Il est milliardaire, ingénieur, patron de plusieurs entreprises futuristes, parfois arrogant certes, toujours médiatique, mais surtout il rêve grand. Avec SpaceX, il veut coloniser Mars. Avec Tesla, il révolutionne l'industrie automobile. Il investit dans les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, les implants neuronaux et même les tunnels de transport futuristes. Musk est partout, trop, diront certains, mais son omniprésence rappelle un petit peu celle de Tony Stark. Toujours en avance sur son temps, pas sur ses idées, mais sur ses ambitions, toujours à la recherche de la prochaine technologie qui changera le monde. Il est même apparu dans le film Iron Man 2, et Robert Downey Jr. dit qu'il s'est inspiré de lui pour incarner une nouvelle version de Tony Stark, après avoir visité SpaceX en personne. Musk incarne cette figure du génie flamboyant, à mi-chemin entre la science et la science-fiction. Son comportement, ses déclarations, ses décisions d'entrepreneur sont souvent controversées, et il divise l'opinion, encore plus récemment, où il est vraiment devenu détestable. Mais malgré tout cela, une chose est certaine, comme Tony Stark, Elon Musk veut changer le monde. Il a l'ambition, les moyens, et surtout la volonté de le faire. Et pour un tout dernier parallèle avec Iron Man, j'ai envie de vous parler de Richard Browning. Richard Browning, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'accepter que le vol humain soit réservé aux avions. Ancien officier dans les Royal Marines britanniques, passionné de physique, d'ingénierie et de dépassement de soi, il décide en 2016 de fonder sa propre entreprise, Gravity Industries. Son but ? Créer une armure de vol personnelle. Pas une combinaison de science-fiction faite pour Hollywood, mais un véritable système de propulsion de jet individuel, utilisable dans la vraie vie. Avec ses économies personnelles et l'aide de quelques sponsors, il se lance dans la création de son prototype. Les premiers essais sont catastrophiques. Chutes, blessures et moteur instable. Il persévère. Comme Tony Stark dans son garage, il apprend de ses erreurs. Petit à petit, il met au point une combinaison composée de 5 micro-réacteurs à kérosène, 2 sur chaque bras, 1 dans le dos. Le tout est piloté uniquement par l'équilibre du corps. Aucun système de stabilisation automatisé, aucun ordinateur de bord, tout repose sur l'entraînement, les réflexes et l'endurance du pilote. En 2017, la vidéo de son vol fait le tour du monde. On le voit décoller au-dessus de l'eau, bras tendus comme Iron Man, dans un fracas de turbine. Le costume peut atteindre jusqu'à 85 km/h et a une autonomie de 5 minutes. Cela lui a même valu un record dans le Guinness Book de la vitesse la plus grande en costume jet personnel. Et Browning ne se contente pas du spectacle. Il travaille avec les forces spéciales, les pompiers et même les services de secours en montagne. Contrairement à Tony Stark, Browning n'est pas milliardaire. Il n'a pas Jarvis pour l'aider. Mais il partage avec lui cette même folie visionnaire, ce mélange de génie, d'audace et de passion pour repousser les limites humaines. Alors non, aucun de ces hommes n'a affronté Thanos. Peut-être juste un ours, à la limite. Aucun n'a volé à travers la ville dans une armure rouge et or. Mais ils ont tous, à leur manière, repoussé les limites du possible. Ils ont bricolé des machines dans leur garage, imaginé des technologies folles et surtout, rêvé plus grand que les autres. Howard Hughes, Elon Musk, Richard Browning, Alex Burkan, certains étaient des génies, d'autres des marginaux. Certains ont marqué l'histoire, d'autres seulement Internet. Mais tous ont eu ce point commun. Ils ont refusé de se contenter du réel. Car au fond, Iron Man, c'est pas qu'un simple super-héros. C'est un symbole, celui de l'inventeur fou, du bricoleur visionnaire, du solitaire qui veut sauver le monde avec une clé à molette
et un petit peu de ce qu'il a dans sa tête. Et peut-être que le vrai pouvoir de Tony Stark, c'est d'avoir inspiré à des hommes bien réels l'idée que c'était possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif, et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.